Bonsoir à vous. Bonsoir mon père, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs moments des invités que nous avons accueillis dans notre JT tout au long de la semaine. Nous avons par exemple reçu le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, et le vice-président de l'AS Monaco Football Club, Oleg Petrov. Nous avons aussi parlé du Conseil économique, social et environnemental avec Caroline Rouguignon, de religion avec la fête de l'Ascension ou encore du championnat du monde de Formule E avec son fondateur Alejandro Agag. Puis il aura été question aussi de basket et du sacre de la Roca Team en Eurocup dans notre émission spéciale grand format. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Et oui, donc je suis influenceur pétanque, donc ça fait un peu rire au début. Et en fait, donc je fais des vidéos de pétanque tous les jours sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook. Donc en un an, je suis à 80 millions de vues. Donc c'est assez exceptionnel pour les vidéos de pétanque. Donc moi, je dis que je suis influenceur pétanque parce que en fait, j'influence les gens, les personnes à jouer à la pétanque. Vous voyez, j'ai reçu plus de 2000 ou 3000 messages de personnes qui me disent ah, je veux tenter de la pétanque, je veux acheter des boules, donc donnez-moi des conseils. Et donc c'est super, je suis vraiment content et c'est partagé à plus d'une cinquantaine de pays. Et je parle avec vraiment des personnes du monde entier qui veulent tester la pétanque. Et pour moi, c'est ça le mot influenceur pétanque. Et voilà, donc je me régale à faire mes défis et à promouvoir la pétanque à ma manière. Moi, je suis depuis très longtemps dans le monde du motosport. Je faisais les courses, j'avais ma propre écurie dans GP2, ce qui est aujourd'hui Formula 2, et j'étais toujours passionné des courses. Mais ça fait déjà au moins 15 ans, j'ai commencé à réfléchir qu'il fallait mettre l'environnement et le motosport ensemble, faire une compétition qui pourrait aider à évoluer des voitures plus propres, la mobilité plus propre, et les voitures électriques peuvent jouer ce rôle. Pour moi, Monaco, c'était du début un rêve. Je voulais toujours être à Monaco avec la Formule E. Cette année, la grande première, c'est on est championnat du monde et on a fait le grand circuit de Monaco qui fait bien sûr une des parties plus importantes de l'histoire des courses et maintenant aussi de l'histoire de la Formule E. On était très contents et je suis très content qu'on a donné au public monégasque un spectacle de course fantastique. Bon, ce n'est pas que seulement que je suis fier, je suis content d'être là. Si vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit que j'allais jamais arriver, j'avais jamais faire la Formule E. Et une fois qu'on a commencé, le nombre de personnes qui m'ont dit tu seras mort dans un an ou dans un an et demi, il ne va plus avoir de Formule E. Personne ne va vouloir courir, t'avoir pas de pilote, t'avoir pas d'équipe. D'être ici après 7 ans, avec cette force, avec cette énergie, avec ce moment. Et je pense qu'après la pandémie, l'environnement, c'est encore plus une priorité. Et les voitures électriques, je pense, vont avoir une adoption beaucoup plus rapide maintenant. Je pense que la Formule E est dans le meilleur moment de sa vie et avec un grand futur. C'est un nouveau chapitre, je peux dire, dans l'histoire de notre club. L'idée est moderniser l'appel, moderniser la perception d'AS Monaco. Et elle est composée des éléments différents comme le risque rapide. Nous avons pensé que pour montrer le nouveau visage du club, je peux dire comme ça, c'est bon de faire le changement des logos. Nous sommes à la fin du championnat, très chargé, très intéressant, très, je peux dire comme ça, très haut. Je pense que c'est un moment parfait pour ce changement. Moi, je n'étais pas, comme on dit dans le jargon, un aficionados il y a une dizaine d'années. Puis petit à petit, dans l'amour des matchs, etc., je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de vitesse au jeu, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de passes. On voit le ballon en permanence. Donc ce n'est pas le même sport que le rugby à 15. Nous, on a été mamellés au rugby à 15, c'est une évidence. Mais regarder le rugby à 7 est un réel plaisir. C'est un sport très très difficile. Point de vue cardio, ça c'est une évidence. D'ailleurs, beaucoup de joueurs à 15 qui vont s'essayer à 7, la première analyse qu'ils font, c'est celle-là. C'est que ce n'est pas du tout le même rythme. En termes de cardio, c'est très très dur. C'est un sport très difficile, le rugby à 7. Le sport collectif, si on n'a pas de lien et d'affect, c'est compliqué. Donc on a profité des petits créneaux qu'on avait, au moins une fois par semaine, pour se réunir. Les réseaux sociaux ont fonctionné et on s'est entraîné régulièrement, une fois par semaine, presque normalement, avec quand même des conditions liées à la crise sanitaire. Le club a franchi pas mal d'échelons, on s'est occupé beaucoup ces derniers temps et ces dernières années de peaufiner au niveau des jeunes, de la formation.
de l'encadrement aussi qui est diplômé et qui me semble, à mon avis, très très important pour l'évolution de ce club. Donc le président et l'ensemble du bureau ainsi que les éducateurs ont œuvré pour que ce club se forme et maintenant on s'accroche et on s'applique surtout à s'occuper du recrutement et surtout on se consacre à l'équipe 1. En 2018, s'est créé le groupe filles par l'intermédiaire de Fabien Camin. Et j'ai assisté au premier entraînement puisque j'étais encore entraîneur en rugby à 7. Et j'ai voulu lui donner un coup de main parce que j'ai trouvé que la tâche était rude. Et à ce jour, il a actuellement une trentaine de filles engagées dans un championnat régional. Donc que dire de mieux et le féliciter en tout cas. Moi, je voulais un peu partager ma passion, un peu faire vivre ça, que ce soit les matchs, que ce soit en dehors. Et puis ça a quand même pas mal accroché et je continue à diffuser ma passion du basket et de la Roca Team sur les réseaux avec ce biais-là. Ouais, vous faites ça avec beaucoup d'humour. Hein. C'est le but aussi, c'est pouvoir montrer qu'on peut faire ça en s'amusant parce que c'est du basket, c'est du sport, ça reste un jeu. Ça permet de vivre le match différemment un petit peu parce que je suis en train de penser aux tweets que je vais faire quand il se passe une belle action. Je suis non-stop du début à la fin du match concentré dessus. J'ai pas le temps de me reposer et d'aller, on va dire, chercher une boisson dans le frigo parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et ça c'est plutôt chouette. Disons que l'avantage c'est qu'avec les réseaux sociaux on arrive à être en contact pas mal avec les joueurs. On a eu pas mal de contacts cet été avec Willy Egueté par exemple, qui lui a fait énormément de belles choses sur la principauté pendant le confinement et tout ça. Donc oui, ça aide. C'est vrai que le confinement avec les réseaux sociaux, on a pu pouvoir échanger un petit peu avec eux, c'était très sympa. On a gardé un petit peu ce lien et puis voilà, je sais qu'il y a des supporters qui échangent avec les joueurs. Et c'est ça aussi la magie des réseaux sociaux, c'est pouvoir faire partager sa passion et pouvoir la partager directement avec les joueurs et ça c'est cool. Ouais, c'était mon premier jour à Monaco. On a parlé un peu avant quand même. Je suis pas arrivé, j'ai dit ça direct, mais on a parlé de l'équipe, on m'a raconté un peu comment c'était, le coach, etc. Mais j'ai dit que ouais, une équipe comme Monaco en Euroleague, ce serait bien pour tout le monde, même pour l'Euroleague. Avoir une ville comme Monaco, c'est bien. Cette médaille de bronze acquise avec l'équipe de France au Mondial et ce titre en Eurocup, où est-ce que vous la placez? C'est plus fort ce titre avec Monaco? Personnellement, je place au-dessus parce que déjà, c'est une victoire. L'équipe de France, c'est un bon résultat, mais ce n'est pas une victoire. Et pour moi, de gagner un titre après toutes ces années d'échecs, c'était vraiment un soulagement. Et j'avais fait tellement de sacrifices pour être là que c'était très bien. Pour moi, le titre de l'Eurocup est plus élevé que la Ligue française. Donc ça a amené beaucoup de soulagement et ça m'a vraiment permis de me détendre. Dit Mathias parlait du coach. Quelle relation est-ce que vous et Mathias, vous avez avec lui dans le vestiaire, notamment à Kazan? Vous avez entendu l'appeler le maestro. C'est le chef de la meute, on va dire, c'est ça? Oui, c'est un leader, ça c'est sûr. C'est lui qui nous fait avancer, c'est lui qui nous pousse tous les jours. Parfois, on pense que c'est trop, et moi-même, je le pense parfois, mais à la fin de la journée, quand vous voyez des résultats comme ceux qu'on a obtenus, vous comprenez pourquoi. C'est vraiment lui le meneur de la bande. Take me, blood, Daddy. Let's go! Yes, sir! Yes, sir! Marcus is in a good shape. Oh, Mark, you say he in shape, huh? Marcus. Hey, man, nah. 50. Hey, give my money. Who said 50? I didn't say 50. He want me to say 50. Il se passe rien du tout. On a un match important à gagner. 23 piges, le monsieur est grand, hein? C'est un bonhomme maintenant. Là, c'est un bonhomme. Joyeux Moi, j'ai besoin
besoin de mon espace. Avant, je me mettais comme ça dans mon vestiaire quand il n'y avait personne. C'est vrai? Maintenant, t'es là, je peux plus faire ça. Après, mon gars, frère. Oui, mais moi, je t'aime bien, t'es mon gars. Mais je sais que tu prends mon espace. Mais non, je t'entends. On a passé un bon coup de balai, on rentre chez nous, maintenant c'est carré. Les gens ils disaient, Monaco continue, on va se faire balayer. Et nous on a pris des balais, on a balayé tout le monde. Mathias, on a un petit peu l'impression que vous êtes l'ambianceur du vestiaire, puis à chaque interview vous nous délivrez des pépites. Balayer, le carré comme un kiri, tout ça. C'est votre rôle au sein du vestiaire? C'est ma personnalité, je suis moi-même, c'est tout. Hein. Je ne fais pas exprès, je ne sais pas d'être drôle. Après, je dis ce qui me passe par la tête. Les gens qui me connaissent savent comment je suis, mais ça fait rien, tant mieux. Oui, c'est un partage de bonne humeur. Et Mathias, quand est-ce que sort le tuto alors? Ah ça, waouh, faut rappeler des gens. Il y a 10 ans, c'est-à-dire il y a beaucoup d'équipes à rappeler. Il n'y a pas que moi qui peux faire le tuto. Moi, je n'étais pas là en N2. Donc, il faut rappeler ceux qui étaient là en N2. Il faut rappeler tout le monde. On fait le tuto. Après il y aura des envieux. Is it usual this? Yeah, a little bit, more and more lately. Is it pleasant? Yeah, for sure. You know, unfortunately, you know, we weren't able to have the fans this season, but it's always good to feel the love and positive energy that comes from, you know, the fans and the Roca team. Euro Cup, this was my first year, and I'm thankful that we won. Thankful that we were able to make history, qualify the Roca team into playing in EuroLeague next season, and now I just want to continue to elevate myself and help elevate this club. L'objectif c'était gagner un titre. Voilà, l'Euro Cup c'était pas le titre dont je parlais, mais c'est super. En plus ma première européenne, c'est vraiment parfait. Il y a JJ. JJ, on dirait que c'est la force tranquille. Il est vraiment stoïque face à toute cette pression. Est-ce que c'est le cas, JJ? Yeah, definitely so. Tout à fait. Take a step back and, je prends beaucoup de recul. J'écoute et j'observe. Je suis toujours assez introverti. J'ai toujours été comme ça toute ma vie. Donc on a des personnalités comme Dee et Mathias, évidemment. Mais moi, je prends du recul. C'est en général mon rôle d'ailleurs et j'aime bien le faire. Messieurs, vous avez été surpris de l'accueil qui vous a été réservé au Stade Louis II, JJ? Oui, c'était un peu étrange parce qu'on n'avait pas vu autant de supporters pendant toute la saison. Évidemment, à l'exception de Kazan, on n'avait pas vu beaucoup de supporters. Donc, c'était vraiment très sympathique de les voir et de leur ramener en particulier un trophée, de voir qu'ils étaient heureux, excités. Et ça permettait de garder le lien avec eux. Et on a 25 jeunes aujourd'hui présents qui ont soutenu leurs vœux avec brio. L'objectif, c'est de les faire participer à la vie publique de la principauté, leur permettre de créer le monde de demain et de participer à cette création. Ça leur permet d'appréhender un petit peu le monde institutionnel, d'apprendre à s'écouter, à se respecter, à écouter son prochain. Ça leur met un pied dans le nouveau monde en fait, social et économique. Là, on rate la saison du printemps qui pour nous
est une très très grosse saison à Monaco, notamment avec le tennis, hein, on n'a pas pu travailler, et puis les Grands Prix où on ne peut pas non plus travailler, ou à volume vraiment très très réduit. Pour cette année, il fallait faire des choix. La jauge des spectateurs pour les Grands Prix est extrêmement réduite, donc il faut faire des choix que nous comprenons. Privilégier l'organisateur, bien sûr, l'Automobile Club qui pourra ouvrir ses loges avec restauration et une partie des tribunes, les hôtels également, avec les balcons d'hôtel. Et par contre, ce qu'on nous a dit, c'est que pour cette année, toute la partie terrasse qui borde le circuit et les yachts aurait une activité interdite ou extrêmement réduite. Au-delà d'un crève-cœur, c'est surtout l'annonce de dernière minute, parce que ces derniers temps, on avait entendu que les frontières allaient réouvrir, hein, contrairement au Grand Prix historique et à la Formule E. Donc on s'était dit, c'est bon, on va pouvoir recevoir des clients. Et nos clients également qui attendaient des réponses étaient dans l'espoir de venir. Donc c'est vrai que ces derniers jours, nous avons dû annuler, reporter encore à 2022 ou déplacer les clients. On s'adapte, hein, on s'est adapté, parce que les terrasses, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas la seule activité des agences événementielles sur le Grand Prix. Donc cette année, nous avons opté pour transférer nos clients dans les lieux autorisés, et notamment les loges, hein, les loges VIP de l'Automobile Club. On a transféré sur les balcons d'hôtel, hein, sur tous les lieux qui ont un accord avec la DAS pour pouvoir faire le service. Vous avez bien raison à ne pas confondre, puisque l'Assomption de la Vierge Marie ne serait possible que s'il y a eu avant l'Ascension de Jésus. Donc le décompte fait que c'est 40 jours, nous disent les évangiles, c'est après 40 jours que Jésus remonte au ciel, et cela précède de quelques jours, d'une dizaine de jours, la Pentecôte, 50 jours, qui elle est en même temps aussi une fête qui était célébrée dans la tradition juive. C'est un espace de temps qui est conçu comme tel, comme un temps de préparation. Et par exemple, dans l'Ascension, c'est un temps de préparation où Jésus, après sa résurrection, prend, comme je vous le disais, ce moment un peu d'intimité avec ses disciples pour pour parfaire leur connaissance du mystère que lui-même représente à leurs yeux. Un homme qu'ils connaissaient, qu'ils avaient côtoyé pour la Sainte Vierge depuis sa naissance, pour la plupart des disciples pendant les 3 ans de la vie publique de Jésus. Cet homme-là, ils l'ont vu un certain vendredi, une veille de Shabbat, ils l'ont vu mort sur une croix, et cet homme-là, ils le redécouvrent vivant. Vous pensez bien qu'il fallait bien 40 jours pour que Jésus puisse un peu leur expliquer, leur donner tous les éléments qui leur permettraient à leur tour de devenir des témoins de cet événement extraordinaire. La mort a été vaincue en Jésus. Et nous parlerons dans quelques jours d'une fête intimement liée à l'Ascension, la Pentecôte. Avant de nous quitter, détour par les réseaux sociaux et ces vidéos qui ont attiré notre attention, sélection d'Alexandra Salustri. Et bien évidemment à ne pas reproduire chez soi. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.